Écoutez, je vous propose qu'on démarre. Effectivement, on va être en relativement petit comité pour ce démarrage. Peut-être que quelques personnes vont nous rejoindre, et sinon, ce sera une séance un peu exclusive. Et c'est bien aussi comme ça. Bienvenue tout le monde. Effectivement, on a aujourd'hui un temps d'échange ce matin jusqu'à 10h30 à peu près. Alors, on verra si on adapte avec le nombre de participants, mais sur les opportunités de la négociation collective, vaste sujet toujours, vaste sujet encore plus avec l'année qu'on vient de passer, qui à la fois ouvre peut-être beaucoup d'opportunités et puis pose aussi des fois des nouvelles contraintes, des nouvelles difficultés, hein, appelons un chat aussi parfois, dans les négociations, et sur lesquelles il nous semble intéressant du coup de pouvoir apporter quelques éléments d'éclairage. J'y reviens juste après. Je disais bienvenue parce que voilà, ce moment-là, c'est aussi le moment de rencontrer du monde ou de re-rencontrer certaines personnes qu'on a déjà pu côtoyer. Nous, on a toujours, en tout cas, à cœur chez Sémaphore. De permettre, je dirais presque même de provoquer, parce qu'il faut aller taper dans les agendas, solliciter par rapport aux disponibilités, on sait que c'est pas simple, mais provoquer cet aspect réseau, cet aspect relation entre des personnes qui ont des fonctions similaires, qui ont des contraintes et des obligations, des missions aussi qui vont être très proches. Et on sait qu'il y a une forte vertu à pouvoir échanger entre pairs sur ces sujets-là ou sur d'autres sur lesquels on peut avoir vraiment cet intérêt à mieux comprendre comment c'est fait des fois à quelques centaines de mètres de chez soi ou quelques kilomètres d'une industrie à l'autre, d'une entreprise tertiaire à l'autre. On a beaucoup à apprendre en tout cas de ces regards croisés et ces échanges de pratiques. Donc c'est ça le principe de Réveil RH que pour certains vous découvrez et pour d'autres vous commencez à être des abonnés fidèles. C'est à la fois un principe de newsletter mensuel qui se veut synthétique sur des sujets d'actualité RH, des sujets juridiques, sociaux, et sur lesquels on essaie voilà, d'avoir ce condensé d'informations, parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup des informations, donc on essaie d'aller sur les plus importantes, pas toujours évident, parce qu'il y a beaucoup de sujets à transmettre, mais ces newsletters-là qui sont plutôt en début de mois et qui permettent de garder le fil, de garder le lien, de pas trop perdre pied sur ces sujets-là, et puis éventuellement de se mettre en contact avec des personnes qui ont l'expertise des sujets qui sont mis en avant. Et puis l'autre partie de Réveil RH, c'est la partie effectivement visioconférence, c'est ce qu'on fait ce matin ensemble, avec des petits déjeuners thématiques qui permettent effectivement aussi de développer une veille juridique et légale. C'est ce qu'on va faire ce matin avec Maître Johan Gontier, mais également de partager les bonnes pratiques entre responsables des ressources humaines ou autres titres qui font partie de cette vaste fonction, qui peuvent être voilà, également sur des choses beaucoup plus pragmatiques, c'est-à-dire beaucoup moins le cadre juridique et légal, mais plutôt qu'est-ce qui marche bien chez les uns, qu'est-ce qui marche bien chez les autres. Et en tout cas, voilà, c'est ça le thème avec des visioconférences qui sont les derniers vendredis du mois, qui sont donc tournants suivant les sujets. Et donc, on sera ravis de vous retrouver pour les prochains thèmes. Je n'en dis pas plus parce que je vais laisser la parole à Maître Johan Gontier. Et si tu me le permets, Johan, je vais t'appeler par ton prénom avec Johan. Avec plaisir. Peut-être juste un petit mot avant de te laisser la parole. Avec Johan, on se connaît assez bien via l'ANDRH, entre autres, mais aussi, et moi je le dis avec vraiment toute la transparence, j'espère, qui me caractérise toujours, c'est que j'étais toujours bluffé par le niveau de veille que Epona Conseil, donc représenté par Johan, Epona Conseil est capable de proposer avec à la fois de la largesse de sujets traités, et on sait que c'est impressionnant, les décrets, les cas de jurisprudence, les nouveaux textes à interpréter, alors qu'on sait que des fois c'est encore assez vague et flou, et je trouve aussi toujours beaucoup de finesse dans cette interprétation, parce qu'il y a des moments où on ne sait pas encore exactement ce que ça va vouloir dire, mais on peut commencer à tirer les ficelles et à voir comment on peut le mettre en place. Et c'est cet aspect concret qui me plaît beaucoup, moi aussi, chez Epona Conseil. Et donc, dans Réveil RH, effectivement, il y a une alliance forte entre Sémaphore et Epona Conseil pour ces raisons-là. Et aujourd'hui, c'est un des associés d'Epona Conseil, Johan, qui nous fait le plaisir, l'honneur d'être là, effectivement, pour nous faire un focus sur les possibilités de négociation collective, je dirais même les opportunités de négociation collective qu'on pourrait mettre en place alors sur l'été ou dès la rentrée. Alors, on est quand même assez français, on aime bien ce timing de septembre autour du présentiel, enfin du retour en présentiel, des effets de crise sanitaire et des échéances légales. Mais je n'en dirai pas de plus parce que je laisse la parole à Johan. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Merci Pierre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors,
Peut-être avant de démarrer, quelques mots pour me présenter, mais je vous rassure, je ne vais pas prendre beaucoup de temps là-dessus. Pour vous dire donc que je suis avocat au barreau de Rouen. Comme le disait Pierre, je suis associé du cabinet Paulin Conseil. Donc c'est un cabinet d'avocats qui est exclusivement dédié à l'accompagnement juridique des entreprises et des organisations de travail plus largement sur toutes les questions qui ont attrait au droit social. Donc le droit social, hein, je rappelle, hein, ça recouvre le droit du travail, le droit de la protection sociale, le droit de la sécurité sociale. Et plus largement, on intervient sur tout ce qui va toucher aux ressources humaines, parce que quand on fait du droit social, on manie de l'humain. Et c'est un aspect, à mon sens, qu'il ne faut jamais oublier, d'élargir un peu sa réflexion aux ressources humaines et à la gestion des ressources humaines au sens large du terme. On a choisi avec Pierre d'aborder ce matin cette notion et des opportunités de négociation collective pour plusieurs raisons. La première, Pierre le disait, c'est un vaste sujet, c'est une tendance lourde, une tendance de fond, la négociation collective. Depuis plusieurs années maintenant, j'aurai l'occasion de le redire tout à l'heure, l'idée n'est pas de refaire l'historique, mais clairement, le législateur, depuis plusieurs années, et quelles que soient d'ailleurs les majorités qui sont aux manettes de l'État, donne une place de plus en plus grande à la négociation collective dans les entreprises, quelle que soit leur taille, dans les grandes entreprises, celles qui avaient déjà l'habitude de négocier, c'est vrai, mais également dans les plus petites, donc d'où ces opportunités qui sont offertes au fil du temps et au fil des réformes. C'est peut-être encore plus vrai aujourd'hui avec la crise sanitaire qu'on vient de traverser et dans laquelle on est encore un peu aujourd'hui avec ses retombées économiques, certes, mais également ses retombées en termes d'organisation du travail. Et c'est la raison pour laquelle on va passer en revue quelques thématiques, en tout cas, que j'ai identifiées, choisies. On aurait pu en choisir bien d'autres. Là, il y a un parti pris de ma part et je l'assume complètement. Je vais vous partager dès à présent le support en la matière. Sur cette question de la négociation collective, on a une expérience historique, je dirais, nous, au cabinet, puisque mon associé Pascal Rouville était appui conseil 35 heures au moment de la mise en place des lois Aubry. Donc, en fait, je dirais que la négociation collective, ça fait un peu partie de l'ADN de notre cabinet. Et puis, moi, naturellement, je m'y suis mis quand j'ai intégré le cabinet il y a 13 ans maintenant. Et fort de l'expérience que j'avais capitalisée en la matière, je me suis également formé, reformé, ou en tout cas, je suis allé suivre un DU à Montpellier en dialogue social il y a maintenant 3 ans pour échanger sur les pratiques de dialogue social et une négociation collective. Et puis, j'interviens parallèlement dans le DU dialogue social à Rouen. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à vous pencher sur cette question. On disait, la négociation collective prend une place prépondérante dans les entreprises et les organisations syndicales, les délégués syndicaux se forment. Et je crois qu'il y a un intérêt du coup pour les entreprises d'être aussi bien formées que les organisations syndicales en la matière. Et c'est la raison pour laquelle la fac de Rouen, l'université de Rouen en tout cas, propose ce diplôme. Et encore une fois, je vous invite peut-être à en prendre connaissance pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés. Pardon. Donc sur ces opportunités de négociation collective, je ne vais pas revenir sur le postulat de départ. Vous connaissez comme moi la situation sanitaire, la situation économique. Je le disais, une place centrale de la négociation collective d'entreprise avec un phénomène qui s'est accentué depuis septembre 2017. Pourquoi septembre 2017? Eh bien, c'est la publication des fameuses ordonnances Macron dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps. Un parti pris de ma part sur les thèmes à aborder, je le disais. Je vous propose, alors, on ne se connaît pas tous, hein, donc je ne sais pas exactement dans quelle situation vous vous trouvez, mais n'hésitez pas à me dire s'il y a des sujets qui vous intéressent plus particulièrement que d'autres dans ceux que j'ai listés là, ou pourquoi pas en aborder d'autres d'ailleurs. Étant précisé que cet échange de ce matin se veut interactif, hein, et que la richesse aussi de ces temps d'échange, justement, c'est de pouvoir mieux apprendre à se connaître et de partager entre nous. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on passe en revue ce matin, à peu près là jusqu'à 10 heures,
avant de pouvoir échanger plus longuement en petits groupes en fonction du nombre de participants. Première thématique, c'est le retour du travail en présentiel, avec en toile de fond la question du télétravail. La deuxième, c'est comment est-ce que, via la négociation collective d'entreprise, on peut se saisir de cette thématique pour atténuer, tenter d'atténuer en tout cas les retombées économiques de la crise sanitaire. Et je déclinerai mon propos en deux temps. Le dispositif d'activité partielle de longue durée, puisque vous le verrez, vous le savez d'ailleurs très certainement, ça passe forcément par un accord collectif. Et puis, cette crise qu'on a traversée peut être également l'occasion de réinterroger le statut collectif applicable au sein de l'entreprise et ou l'aménagement du temps de travail. Je vous ferai part de quelques retours d'expérience de clients en la matière, au-delà de l'apport théorique, puisque de toute façon, vous aurez le support à disposition. Donc, l'idée est plutôt d'être dans l'échange que sur quelque chose de très descendant sur un apport théorique. Et puis, je Johan, vous propose, oui. Johan, excuse-moi juste un instant. Vu qu'on est en relatif petit comité, peut-être qu'on peut faire un très rapide tour de table. Comme ça te Bien permettra sûr. de savoir un peu les attentes. Et puis à chacun de se présenter. Alors, qui vous êtes, quelle structure vous représentez, et effectivement, par rapport au sujet du jour. On peut permettre encore un peu plus d'interactivité de ce fait-là. Donc, si ça vous va, on fait un rapide tour de table chacun. Ça marche, Johan, pour toi? C'est très bien. Charlotte, vous sentez de commencer? Mon micro était coupé, je suis désolée. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Donc, Charlotte Leloir, je travaille chez Ferrero en France, qui est une unité économique et sociale à l'intérieur d'un groupe italien que tout le monde connaît. Je pense que les marques de Ferrero sont partagées en famille depuis longtemps maintenant. Je travaille au sein de l'équipe donc de la direction des ressources humaines et plus particulièrement des relations sociales. Donc, je suis chargée des relations sociales. Avec du coup pour mission effectivement la négociation collective qui est un sujet très touchy chez Ferrero avec 3 organisations syndicales représentatives, FO, CFDT, CFE, CGC. Et voilà, des attentes par rapport à ce réveil RH que je découvre. Déjà, merci de m'accueillir. Mais des attentes en termes de négociation collective, oui, nous sommes à fond dans un sujet de GEPP aujourd'hui, mais qui a déjà beaucoup avancé. Et effectivement, demain, on doit renégocier nos accords de droit à la déconnexion, télétravail qui est très demandé vu le retour et la suite de la crise sanitaire. Et que nous souhaitons intégrer dans une négociation plus globale de qualité de vie au travail, qui n'existe pas aujourd'hui chez Ferrero. Effectivement, tout ce qui est entretien professionnel, nous l'avons déjà signé par accord. Dans le cadre, on a fait un séquencement de la GEPP et on a commencé par les parcours d'entretien, performance et développement. Donc voilà, surtout le télétravail, la déconnexion et la qualité de vie au travail pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Charlotte. Est-ce que Sophie, je peux vous donner la parole pour vous présenter rapidement? Merci d'avoir réussi à vous connecter. Oui, bonjour, je vais mettre peut-être la vidéo en route, ça sera quand même plus sympa. Bonjour, donc je suis Sophie Ballester, je suis DRH dans l'industrie papetière avec 2 usines, donc Norpaper à Vauvallée, à Blandec dans le Pas-de-Calais et une usine à Nantes. Donc au total, ça représente 250 personnes, donc on va dire de l'industrie plutôt lourde, avec des organisations syndicales de chaque côté, notamment une forte présence de la CGT et de Force ouvrière. Je suis plus là à l'écoute, j'ai pas forcément de demande particulière sur des sujets de négociation collective, mais effectivement, ça m'intéresse effectivement de regarder ces sujets, notamment enfin, le télétravail, on sent que c'est quand même un sujet. Alors évidemment, c'est une petite partie de notre population, puisqu'on a quand même une grosse partie en production qui n'a pas été concernée, mais sur les autres, sur les fonctions de support, ça peut être un sujet. Voilà, c'est plutôt cette partie-là qui m'intéresse. Pour l'APLD, on n'a pas fait, en fait, finalement, on a fait très peu d'activités partielles, parce qu'on a une activité plutôt chargée dans cette période de confinement, donc ça n'a pas été vraiment un sujet pour nous. Tant mieux, ça. On vous souhaite que ça dure comme ça. Juste une petite question, Sophie. Est-ce que ça, justement, sur la partie qualité de vie ou bien-être au travail, vous avez déjà pu négocier des accords? C'est des choses que vous Non. avez pu prendre? Non, pas, vous n'avez pas ça non plus. Non, on est plutôt assez rétrograde dans notre
probable. Ah, je me permettrai pas, mais non, c'est pas un sujet que vous avez encore abordé En tout parmi cas, tant d'autres, en fait. C'est plutôt ça. ouais, les partenaires sociaux, c'est vrai que ce pas des sujets qui sont Oui, oui. forcément, qui sont forcément dans l'attente des partenaires Oui, ils sociaux. sont pas en haut de la pile par C'est rapport peut-être ça, à d'autres sujets. par rapport à d'autres sujets, tout à fait. Merci beaucoup. Je permets de passer la parole à Estelle, si vous êtes connectée avec nous. Je sais, alors je m'excuse en attendant que Estelle prenne la parole. C'est qu'on a eu un petit souci avec les liens et donc certains d'entre vous ont eu des difficultés et c'est de notre fait. Et je m'en excuse pour ça. Et c'était le cas d'Estelle, c'est le cas de Sophie. Mais vous êtes là et c'est l'essentiel. Je vous donne la parole, Estelle. Oui, bonjour, parce que j'ai râlé du coup après notre système d'infos ce matin, mais c'est pas de leur fait. Mais bon, au final, je suis connectée par mon téléphone, c'est pas très confortable, mais on va faire avec. Donc, je suis DRH à Queville Habitat, une structure de 200 salariés, avec une centaine de gardiens d'immeubles, donc qui ne sont pas du tout concernés par le télétravail. Nous, on a négocié des accords fin 2019 sur tout ce qui est durée du travail, qualité de vie au travail. Donc, en fin d'année, j'envisage peut-être de faire un avenant à mon accord d'entreprise sur le télétravail. Là, ce qu'on a convenu avec les partenaires sociaux, c'est que on va mettre en place du télétravail régulier pour ceux qui ont découvert les vertus du télétravail à partir du mois de septembre, mais de manière ponctuelle jusqu'à décembre, en fait, pour avoir une période d'observation. Parce que jusqu'à là, le télétravail, comme il a été fait, c'était pas dans la vie normale. Donc, moi, je souhaite avoir un regard sur, par exemple, de septembre à décembre, sur un retour à la vie normale. Quelles sont les conséquences organisationnelles du télétravail? Parce qu'on a réussi sur les outils, des choses comme ça. Mais je pense, moi j'ai besoin de changer le regard de ceux qui ne télétravaillent pas sur les télétravailleurs pour éviter la phrase ah oui, tu ne travailles pas, tu es en télétravail. Bon, donc voilà, donc ça c'est les projets de fin d'année. Mais voilà, on est en phase avec le CSE, on va faire une période d'observation. Et puis, par chance, je n'ai pas la difficulté de l'inéquité entre les collaborateurs, puisque 50% peuvent pas y prétendre. On part du principe que ce ne sont pas des activités télétravaillables. Et par chance, du coup, c'est pas un sujet. Moi, je leur ai expliqué que ce n'était pas un avantage social, le télétravail, que c'était un mode d'organisation. Et donc, comme le postulat est clair, je suis ravie de ne pas avoir cette problématique-là où on me demanderait des compensations pour les activités non télétravaillables, ce qui aurait pu être un sujet. Vous avez réussi. Voilà, et sur la qualité de vie en général, nous, ça fait très longtemps que nous y travaillons. Juste un clin d'œil. Voilà, la semaine dernière, nous avons installé par exemple des ruches sur les terrasses du siège social, puisque dans le cadre de la qualité de vie au travail, on s'était aussi engagé à avoir une démarche sur la RSE, et puis surtout que s'il y avait des salariés qui avaient des idées, qu'on les étudierait, qu'on les mettrait en place. Donc, par exemple, les ruches, c'est une idée d'un collaborateur qu'on a mis en place la semaine dernière, quand même dans le cadre de la semaine QVT, ça faisait mieux. Merci pour cette présentation, Estelle. Marie-Christine, est-ce qu'on voit votre joli bateau? On vous imagine en voyage. Est-ce que voilà, vous êtes là, super. Je vais vous mettre le micro. Oui, bonjour à tous. Écoutez, oui, c'est le joli bateau de Cardinal Sud que vous connaissez peut-être puisque c'est un organisme de formation, cabinet de chasse aussi pour lequel j'interviens. Donc moi, je suis DRH. Et DRH de transition, donc j'accompagne les transitions des entreprises publiques, privées, grandes entreprises, filiales de groupes internationaux, spécialement depuis 2014, parce que j'ai la chance de parler anglais. Et toutes ces entreprises, j'ai d'ailleurs créé la DRH du groupe Jefferson Smurfit, qui est un acteur majeur papetier que doit bien connaître Sophie Ballester. Et donc, dans ce cadre-là, effectivement, il y a beaucoup de négociations ou renégociations d'accords collectifs dans le cadre de fusions d'entreprises. Ça a été le cas de Fuji que j'ai accompagné lors de sa fusion, donc des 3 activités médicales, reprographie et film. Donc, beaucoup de négociations, renégociations d'accords. Et c'est vrai que la période actuelle est tout à fait propice à la négociation d'accords innovants, comme on dit, pour remotiver les gens, pour surtout réorganiser le travail, puisqu'il y a beaucoup de sujets d'organisation qui se posent maintenant.
Et le sujet me passionne depuis longtemps, donc c'est avec un grand plaisir que j'ai été invitée chez vous ce matin. Merci Pierre. Merci Marie-Christine, avec plaisir. Et alors je vois, et pour finir ce tour de table, désolé, je tombe dessus, et puis je ne sais même pas qui vous êtes, parce que je vois juste vos initiales KG qui nous a rejoint. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement qui vous êtes, quelle structure, et si vous avez des attentes par rapport à ce que Johan va nous montrer dans un instant? Est-ce que vous êtes bien connecté? Allô, allô? Bon, pas sûr. Bah, écoutez, on se reconnectera un peu plus après. Johan, Maître Gontier, à vous la parole. Alors, je vais reprendre. Et ce que je crois comprendre, et c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que en fait, les structures que vous représentez ce matin ne sont pas sujettes particulièrement à des ralentissements d'activité dus au Covid. Donc, par rapport à ce que j'avais prévu, ce que je vous propose, c'est qu'on laisse de côté la question de l'activité partielle de longue durée, puisque je crois qu'elle ne va pas apporter grand-chose. Vous aurez néanmoins des apports dans le support à disposition, le cas échéant. On va se concentrer sur la question du télétravail, parce que je crois comprendre qu'il y a des attentes qui sont assez fortes en la matière. On va se concentrer également peut-être sur la question des opportunités de renégociation plus globale, et ça sera l'occasion d'échanger pour rebondir sur ce qui vient d'être dit à l'instant, et quelles peuvent être les opportunités de renégocier dans des contextes de rapprochement, de fusion-absorption, ou pas d'ailleurs, parce qu'on voit bien que cette crise, elle a permis aussi de réinterroger l'organisation du travail, et c'est peut-être l'occasion de réajuster des choses en termes de statut collectif ou d'aménagement du temps de travail. Et puis, si ça vous intéresse, là, vous me direz, et puis en fonction du temps qui nous restera, peut-être un petit point rapide sur les entretiens professionnels, parce qu'on voit bien quand même qu'un certain nombre d'entreprises sont à la peine, parce que ça vient s'ajouter à tout un tas d'obligations qu'on connaît déjà. Le contexte actuel n'a pas aidé, et peut-être que là, il y a une réflexion à mener, en tout cas, c'est mon sentiment en la matière, sur la manière de séquencer différemment ces entretiens professionnels pour retrouver, je dirais, une poche d'oxygène au niveau des services RH qui sont fortement mobilisés, mais c'est aussi peut-être derrière la question de redonner du sens à ces rencontres entre le manager et le salarié, en les séquençant autrement, et bien peut-être qu'on peut en faire un outil efficace en termes de GRH. Je vais reprendre le partage du support. Et sans plus tarder, je vous propose qu'on échange dans les 10-15 minutes qui viennent sur la question du télétravail. Le télétravail qui a connu, on le sait, un essor sans précédent à l'occasion de cette crise sanitaire. Et en fait, ce télétravail contraint, il a conduit, je pense qu'on peut le qualifier comme ça, à une véritable révolution culturelle dans les entreprises. Pourquoi? Parce qu'on voit bien qu'il y a une forte attente des salariés pour pérenniser, faire perdurer dans le temps cette organisation du travail. Mais cette organisation particulière du travail, elle doit être encadrée juridiquement, et c'est la raison pour laquelle je l'ai identifié comme étant l'un des sujets majeurs de cette rentrée. Ça me semble être d'autant plus le cas que la crise épidémique dans laquelle on se trouve à l'heure actuelle, elle va prendre fin, on l'espère tous, mais la fin de la crise épidémique, elle va avoir des incidences sur le cadre juridique applicable. Pourquoi? Je vous ai fait un petit résumé sous forme de tableau des outils juridiques à mobiliser par rapport au télétravail. Dans les circonstances dans lesquelles on se trouve aujourd'hui, qui sont des circonstances exceptionnelles, qualifiées comme telles d'ailleurs par les dispositions légales, vous le savez, le télétravail a pu être mobilisé sans avoir nécessairement de support juridique. Quand je dis ça, ça veut dire qu'on a pu mobiliser le télétravail sans être couvert nécessairement soit par un accord d'entreprise, soit par une charte, puisque ce télétravail qui nous a de toute façon été imposé par le gouvernement en mars l'année dernière, enfin en mars 2020, ça constituait, si on reprend le Code du travail, une simple mesure d'aménagement du poste de travail, autrement dit quelque chose qu'on a pu imposer aux collaborateurs et qu'on peut continuer à imposer aux collaborateurs en fonction de la politique qu'on a retenue en la matière.
hors circonstances exceptionnelles, donc c'est-à-dire demain, quand on va sortir de la situation dans laquelle on se trouve, depuis la réforme issue des ordonnances du 22 septembre 2017, la mise en place du télétravail, elle doit être prévue par accord collectif ou à défaut par charte. On va y revenir après. C'est en ça que ça me semble être un sujet majeur de la rentrée, au-delà effectivement de ce que les partenaires sociaux ou les salariés peuvent exprimer. On l'a bien vu là à l'occasion du petit tour de table qu'on vient de faire. On va de toute façon nécessairement avoir une bascule sur le plan juridique qui va s'opérer. Alors, quand est-ce qu'elle va s'opérer, cette bascule? Pour le moment, on n'a pas de date précise. Mais ce qui me semble important de souligner, c'est que certes, l'état d'urgence sanitaire a pris fin. Hein, je vous rappelle que l'état d'urgence sanitaire a pris fin le 1er juin dernier. Mais pour autant, on se trouve toujours dans une situation, malheureusement, je dirais, de menace épidémique. Et cette situation de menace épidémique, elle justifie encore, sur le plan juridique, à l'heure actuelle, qu'on puisse recourir au télétravail, et ce, sans nécessairement être couvert, là encore, par un accord collectif en la matière ou par une charte. C'est d'autant plus vrai que le protocole sanitaire en entreprise, qui a été maintes fois mis à jour au cours des derniers mois, dans sa dernière version applicable au 9 juin dernier, le ministère du Travail est venu mettre fin à la règle du 100% télétravail, tout en prévoyant que l'entreprise reste tenue pour l'heure, hein, jusqu'à ce que la situation sanitaire s'améliore, de fixer un nombre minimal de jours de télétravail par semaine, évidemment pour les activités qui permettent ce télétravail. Donc, dit autrement, à l'heure actuelle, on est encore dans cette situation où le recours au télétravail constitue une mesure d'aménagement du poste de travail. Ce qui se murmure actuellement dans les couloirs du ministère du Travail, et sous réserve bien évidemment de l'évolution de la situation sanitaire, c'est qu'à partir de septembre, a priori, on va avoir une nouvelle révision de ce protocole sanitaire. Et à l'occasion de cette révision du protocole sanitaire, la règle du recours impératif au télétravail à minima quelques jours par semaine va prendre fin. Je vous ai reproduit là une circulaire du 26 mai dernier qui est propre à la fonction publique. Donc, ça ne s'applique pas aux entreprises que vous représentez aujourd'hui, mais ça peut être intéressant quand même de voir l'État, avec sa casquette d'employeur, comment est-ce qu'elle se saisit de cette question du télétravail. Et on voit bien d'ailleurs qu'à compter du 1er septembre 2021, il est prévu la fin de l'obligation de télétravailler. Donc, ça veut dire qu'on va avoir une bascule qui va s'opérer probablement à la rentrée prochaine en termes de régime juridique, d'où la nécessité, à mon sens, de s'interroger dès maintenant et potentiellement de se saisir de ce sujet avec les partenaires sociaux, soit pendant cette période d'été, mais on sait qu'elle n'est pas toujours propice à la négociation, soit à la rentrée prochaine. Je vous ai reproduit sur les 3-4 slides qui suivent un extrait d'une enquête à NDRH de juin dernier, où des entreprises ont été sondées sur ce qu'elles envisageaient de faire par rapport au retour du travail en présentiel et sur la possibilité de continuer à télétravailler ou pas. Je ne vais pas le commenter et perdre de temps là-dessus, je vous laisserai vous y référer, mais c'est toujours instructif de voir un peu quelles sont les grandes tendances en la matière. Toujours est-il que, et c'est là-dessus que je voulais insister auprès de vous, au moment où cette crise épidémique va prendre fin et au moment où le protocole sanitaire va être mis à jour, qu'est-ce qui va se passer? On va retourner dans le régime de droit commun du télétravail, ce qui signifie concrètement que pour continuer à recourir au télétravail et en faire en fait une mesure pérenne d'organisation du travail, l'entreprise devra être couverte soit par un accord collectif, soit par une charte. Alors je dis soit par un accord collectif, soit par une charte, ce n'est pas tout à fait exact, puisqu'en réalité, le Code du travail instaure un ordre de priorité entre l'accord d'entreprise et la charte. Je vous ai reproduit l'un des articles du Code du travail qui nous dit que le télétravail est mis en place dans le cadre d'un accord collectif ou, à défaut,
dans le cadre d'une charte élaborée par l'employeur après avis du CSE. L'utilisation de ce terme à défaut, il est important puisque quand on reprend la jurisprudence récente de la Cour de cassation, la Cour de cassation en tire comme conséquence que lorsque vous avez des délégués syndicaux au sein de l'entreprise, et je crois comprendre que c'est le cas pour la plupart, voire la quasi-totalité d'entre vous, eh bien, je n'ai pas la possibilité d'élaborer unilatéralement une charte. Je dois nécessairement ouvrir des négociations avec mes partenaires sociaux si je veux pérenniser le télétravail en vue de l'élaboration d'un accord d'entreprise en la matière. Il y a un ordre de priorité et je ne peux pas passer par la voie unilatérale. En quoi, au-delà de cette obligation et de cet ordre de priorité qui est instauré par les textes, en quoi l'accord d'entreprise peut constituer une opportunité pour régler les questions inhérentes au télétravail? Ce qu'il faut peut-être rappeler avant toute autre chose, c'est que l'accord d'entreprise, il présente l'avantage de primer sur les accords de branche, donc c'est-à-dire vos conventions collectives qui éventuellement peuvent prévoir des sujets en matière de télétravail ou des dispositions en la matière plutôt, pardon. Mais cet accord d'entreprise, il présente également l'avantage de primer sur les accords nationaux interprofessionnels relatifs au télétravail, et je vais en dire deux mots juste après. Ça peut donc être l'occasion aussi pour vous de régler la question de la prise en charge des coûts inhérents au télétravail. Je sais d'expérience pour accompagner plusieurs entreprises en la matière que c'est une question récurrente. Et puis en toile de fond, on a également la question qu'est-ce qu'on met en place comme action pour la prévention des risques professionnels qui sont propres au télétravail, parce que pour le coup, la prévention des risques professionnels sous l'angle télétravail, c'est un peu le parent pauvre du cadre juridique actuel, puisque les textes en la matière prévoient très peu de choses. Ce que je voulais vous rappeler en matière de télétravail, parce que je constate que c'est quelquefois un peu oublié, c'est qu'en fait, on a une superposition de textes. On a la première fois que le droit s'est saisi de cette question du télétravail, c'est à l'occasion d'un accord national interprofessionnel de 2005. Cet accord national interprofessionnel de 2005, vous voyez, il a plus de 15 ans maintenant, il est très largement obsolète, et pour autant, il existe encore et il est toujours en vigueur. Ce n'est qu'en 2012 que le télétravail fait son apparition pour la première fois dans le Code du travail à l'occasion d'une loi Wartzmann. Et ces dispositions légales de 2012, elles ont été révisées, modifiées en 2017 à l'occasion des ordonnances Macron. Et c'est de cette modification législative que découle un certain nombre d'interrogations sur la question de la prise en charge des frais inhérents au télétravail. Je vais y revenir juste après. Et puis, ça ne vous a certainement pas échappé. On a eu un nouvel accord national interprofessionnel en novembre dernier, puisque le gouvernement a incité les partenaires sociaux à se saisir de cette question, fort de l'expérience qu'on venait de traverser à l'occasion de la crise sanitaire. Sauf que cet accord national interprofessionnel de novembre 2020, il ne vient pas réviser celui de 2005, il vient s'ajouter. Donc là, on a vraiment une superposition des textes en la matière, ce qui crée d'ailleurs un peu de confusion et il faut jongler avec ces différents textes. L'avantage de passer par la voie de l'accord d'entreprise, c'est que l'accord d'entreprise primant sur les accords nationaux interprofessionnels, eh bien, vous n'êtes pas tenu par, si vous passez par un accord d'entreprise, donc vous ne serez plus tenu par ce que prévoient les accords nationaux interprofessionnels à la fois de 2005 et à la fois celui de 2020. Étant précisé que ces accords nationaux interprofessionnels de 2005 et de 2020, ils ne s'appliquent pas à toutes les entreprises, ils ne s'appliquent qu'aux entreprises qui relèvent du champ d'application de leurs signataires à ces ANI, c'est-à-dire des entreprises qui relèvent du champ d'application du MEDEF, de la CPME et de l'UDP. Donc, on a un certain nombre de secteurs qui sont exclus. Je ne m'attarde pas sur ce point-là, puisque je crois comprendre que pour ceux d'entre vous qui êtes présents ce matin, vous rentrez tous dans le champ d'application de ces deux accords nationaux interprofessionnels.
La négociation d'un accord d'entreprise présente l'avantage sur la question du télétravail. Alors, il y a évidemment plein d'autres sujets que je n'ai pas abordés là, mais on pourra les aborder à l'occasion de ce temps d'échange. Ça peut permettre de régler la question de la prise en charge des frais inhérents au télétravail parce qu'on a un véritable flou en la matière qui s'explique de la façon suivante. Je vous le disais tout à l'heure, en 2012, le télétravail fait son entrée dans le Code du travail. Et en 2012, on a un article du Code qui prévoit expressément que les frais inhérents au télétravail doivent être pris en charge par l'entreprise ou, s'ils ne sont pas pris en charge directement, être remboursés par l'employeur. Puis arrivent les ordonnances de septembre 2017 et ces ordonnances de septembre 2017 elle supprime purement et simplement cet article du Code du travail. Et on croit comprendre à cette époque que l'obligation de prise en charge par l'employeur des frais inhérents au télétravail disparaît. C'est oublier qu'on a des accords nationaux interprofessionnels, comme je le disais tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai rappelé le cadre juridique, qui s'appliquent en plus des dispositions légales. Alors en 2017, en réalité, il n'y a que celui de 2005, et on a depuis également l'ANI de novembre 2020. Et ces deux ANI, l'un comme l'autre, prévoient expressément, eux, l'obligation de prendre en charge les frais inhérents au télétravail. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en dépit de la suppression en septembre 2017 de l'obligation légale de prise en charge des frais inhérents au télétravail, en application des dispositions des deux ANI de 2005 et de 2020, dès lors que l'entreprise rentre dans le champ d'application de ces ANI, perdure l'obligation de prendre en charge les frais professionnels inhérents au télétravail, sauf si je conclus un accord d'entreprise, puisque l'accord d'entreprise prime sur les accords nationaux interprofessionnels. Donc, ça peut vraiment être l'occasion de la négociation d'un accord d'entreprise, de régler définitivement cette question de la prise en charge des coûts inhérents au télétravail, parce qu'on commence à voir un contentieux qui émerge en la matière, et on voit bien que ce sont des questions récurrentes. Je vais juste rappeler, et je ne passe pas plus de temps là-dessus pour m'arrêter et laisser un temps d'échange, sur le régime social des remboursements de frais inhérents au télétravail, pour vous dire que si vous faites le choix de rembourser les frais professionnels inhérents au télétravail, eh bien, on a dans le bulletin officiel de la Sécurité sociale une tolérance de l'URSSAF. Autrement dit, on peut désormais, à hauteur de 2,50 € par jour, verser un remboursement de frais aux salariés télétravailleurs sans être soumis aux cotisations de sécurité sociale. Et puis, dernier point, cet accord sur le télétravail, ça permet également d'encadrer, je le disais tout à l'heure, les risques professionnels qui sont propres au télétravail, parce qu'on voit bien que ce sont des problématiques et des inquiétudes en la matière. Forcément, le télétravailleur étant principalement à son domicile, alors quelquefois dans des tiers-lieux, principalement à son domicile, on maîtrise en tant qu'employeur beaucoup moins bien les conditions de travail qui sont les siennes, et ça pose un certain nombre de questions au regard de l'obligation de sécurité de l'employeur, et donc l'accord d'entreprise peut être l'occasion de formaliser un certain nombre de bonnes pratiques en la matière. Ce que je vous propose peut-être à ce stade, c'est de faire une pause sur le partage du support pour qu'on puisse échanger peut-être sur vos problématiques, les thématiques que vous avez pu identifier peut-être en termes de négociation sur cette question du télétravail. Et puis, je ferai le pont, moi, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur la qualité de vie au travail. Est-ce que c'est opportun de mêler les deux ou pas au regard de ce que j'ai pu voir? Est-ce que quelqu'un souhaite partager son expérience ou ses interrogations en la matière? Oui, alors je vais prendre la parole. Effectivement, il y a un point très, très important, c'est l'obligation de sécurité de résultats renforcés Oui. qui fait peser un risque pénal sur l'employeur. Comment y échapper, en fait? Alors, y échapper en tant que tel, on ne peut pas.
En revanche, ce qui est intéressant de souligner, c'est que sur cette obligation de sécurité, on a eu une évolution jurisprudentielle depuis quelques années. Puisque depuis, en fait, l'obligation de sécurité de l'employeur, ce n'est pas écrit en tant que tel dans le Code du travail. Vous ne trouverez ça nulle part dans le Code du travail. C'est une création de la jurisprudence. C'est une création de la jurisprudence à l'occasion des arrêts amiantes de 2002 et on a eu un flot jurisprudentiel depuis. Et est intervenu en 2015 un arrêt vraiment fondamental en la matière, c'est l'arrêt Air France. L'arrêt Air France, il est venu donner une nouvelle qualification à cette obligation de sécurité, puisque depuis 2002, on nous disait que c'était une obligation de sécurité de résultat. C'est-à-dire que je pouvais mettre en place toutes les actions de prévention professionnelle que je voulais. Dès lors qu'un seul risque se réalisait, eh bien, j'étais susceptible d'être condamné. Et en fait, cette jurisprudence, elle avait un effet extrêmement pervers, c'est qu'elle n'incitait pas les entreprises à avoir une politique active en matière de prévention des risques professionnels. On se disait à quoi bon investir en la matière, puisque de toute façon, je ne peux pas me prémunir de tout, le risque zéro, ça n'existe pas. Et j'ai beau mener une politique active en la matière, dès lors qu'un seul risque se réalise, de toute façon, je vais être condamnable. Et c'est en ça qu'il y a eu cette évolution avec l'arrêt Air France de 2015, puisque l'arrêt Air France de 2015 a supprimé le terme d'obligation de sécurité de résultat. Maintenant, on ne parle plus que d'obligation de sécurité, et vous le disiez à juste titre, madame, on parle maintenant d'obligation de moyens renforcés. Qu'est-ce que ça veut dire? Et concrètement, pour nous, en gestion RH, quelles sont les incidences? Eh bien, à partir du moment où l'employeur démontre qu'il a mené une politique active de prévention des risques professionnels, dès lors qu'il démontre qu'il a un DUR, que son DUR est à jour, qu'il a associé les représentants du personnel, qu'il a identifié les risques propres à son organisation de travail et que, en face de chaque risque, il a mis un plan d'action correctrice, eh bien, ça permet d'échapper à une violation de cette obligation de sécurité et aux condamnations qui vont avec. Alors, ça peut être des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, ça peut être une faute inexcusable de l'employeur si on a eu un accident du travail ou une maladie professionnelle, ça peut être une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, et ça peut même être, vous le disiez et vous avez raison, rejaillir sur un risque pénal sur le dirigeant lui-même ou celui qui est titulaire d'une délégation de pouvoir en la matière. Donc, ce n'est quand même pas rien. Si on fait le lien sur cette obligation de sécurité de moyens renforcés désormais par rapport au télétravail, et c'est pour ça que je voulais partager avec vous l'intérêt de se saisir de cette question de la prévention des risques professionnels liés au télétravail dans l'accord télétravail, parce qu'à l'heure actuelle, le cadre juridique ne nous dit pas grand-chose. Ce sont uniquement les accords nationaux interprofessionnels qui nous disent que l'obligation de sécurité de l'employeur perdure en dépit du télétravail. L'ANI 2020 relativise quand même un peu les choses en précisant que l'employeur n'étant pas au domicile du salarié, bien évidemment, eh bien, il n'a pas une complète maîtrise des risques professionnels qui sont ceux auxquels est exposé le télétravailleur. Mais cette ANI, en même temps, insiste sur la nécessité d'intégrer les risques propres au télétravail dans le document unique d'évaluation des risques professionnels, d'une part, dans la politique de prévention des risques professionnels, d'autre part, et ça se traduit par un certain nombre d'actions. Et on voit bien que dans les accords télétravail actuels, on est un peu court, je dirais, en la matière. Moi, ce qui me semble important, et c'est pour ça que je revenais avec vous sur cette évolution jurisprudentielle de 2015, c'est qu'à partir du moment où vous allez partager avec vos partenaires sociaux, c'est-à-dire que vous allez en faire une thématique de votre négociation collective, eh bien, en fait, il va y avoir un constat partagé ou en tout cas une définition partagée des mesures appropriées. Et ça, c'est un argument, à mon sens, auquel le juge va être sensible demain. Parce que ce n'est pas vous qui, tout seul dans votre coin, unilatéralement, avez défini un certain nombre de mesures, vous l'avez partagé avec les partenaires sociaux. Peut-être que vous avez manqué quelque chose, mais vous n'êtes pas le seul à avoir manqué un risque. Les partenaires sociaux eux-mêmes ne l'avaient pas identifié. Donc ça me semble être un point important, tant sur les questions de l'utilisation des écrans de visualisation, parce qu'on sait bien quels sont les risques liés à des visions en continu, comme on fait depuis un an maintenant.
tant les questions de TMS ou d'ergonomie, c'est-à-dire d'avoir un espace de travail qui est approprié au domicile quand on télétravaille. On a aussi derrière, bien évidemment, toute la question du management à distance. Et est-ce que vos managers ont été formés sur le management à distance? À défaut, c'est un risque professionnel parce que ça peut générer des risques psychosociaux au sein de l'entreprise. On a également la question du droit à la déconnexion. L'une d'entre vous l'évoquait tout à l'heure. À mon sens, on ne peut pas faire l'économie d'un accord télétravail sans aborder la question du droit à la déconnexion. Et peut-être pour faire le lien avec ce qui était dit tout à l'heure, eh bien, ça a tout son sens, selon moi, d'intégrer ces négociations dans le cadre d'un accord plus global sur la qualité de vie au travail. Pourquoi? Vous savez que la qualité de vie au travail, c'est devenu, depuis la loi Rebsamen de 2016, c'est devenu l'une des thématiques de ce qu'on appelait avant les NAO. On continue à les appeler les NAO. Maintenant, on appelle ça en réalité dans le code les négociations obligatoires d'entreprise parce qu'elles ne sont plus forcément annuelles puisqu'on peut négocier maintenant la périodicité. Mais je ferme la parenthèse. Toujours est-il que cette loi Rebsamen, elle a découpé les NAO en 3 blocs. On a un premier bloc qui va concerner tout ce qui est rémunération, aménagement du temps de travail, épargne salariale. Un deuxième bloc qui s'appelle égalité professionnelle et qualité de vie au travail. Et un troisième bloc sur ce qu'on appelait avant la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et dans le cadre de ce bloc 2, sur la QVT justement, en sous-thème, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve également la question du droit à la déconnexion. Donc je crois qu'effectivement, là, il y a quelque chose qui doit nécessairement, selon moi, être abordé avec les partenaires sociaux et être réglé dans le cadre de votre accord sur quelles sont les mesures que vous mettez en place au titre du droit à la déconnexion. Alors là-dessus, il y a eu beaucoup d'études. D'ailleurs, il y a des études qui sont très documentées de la part du réseau Anactaract en la matière et je vous invite à vous y référer. Et l'expérience d'Orange en la matière a été très intéressante. Je vous en dis juste 2 mots très rapidement. Ce qu'avait fait Orange pour se prémunir contre les risques qu'on évoquait tout de suite ensemble, c'était de couper les serveurs purement et simplement, comme l'ont fait un certain nombre d'autres entreprises il y a quelques années en arrière, quand on en était aux prémices du télétravail. Et en fait, on s'est aperçu que que le fait de couper les serveurs comme ça et de dire entre telle heure et telle heure, on ne peut pas du tout utiliser la boîte mail, eh bien, ça générait davantage de stress auprès des collaborateurs qui se sentaient extrêmement contraints par rapport à ces horaires. Et l'enquête qu'avait menée la Nactaract avec Orange, on avait été interviewé en fait les salariés, et ce qui en était ressorti, c'est que le fait de couper les serveurs, ça générait ce stress et qu'en fait, les salariés, ce qu'ils voulaient avoir, c'était une possibilité de se déconnecter. C'est un droit à la déconnexion, mais dans le sens où j'ai la possibilité de me déconnecter quand ça me semble nécessaire de le faire. Ça ne veut pas dire que c'est open bar, si vous me permettez l'expression. Et évidemment, il faut mettre des verrous du côté de l'entreprise pour se sécuriser, parce qu'on sait bien que la question du temps de travail, et c'est encore plus vrai avec les télétravailleurs qu'on ne voit pas de visu, peut générer des contentieux importants. Mais en tout cas, ça me semble intéressant de faire le lien sur cette question de la négociation du télétravail avec plus globalement la qualité de vie au travail, avec également cette question du droit à la déconnexion. Et puis en réalité, c'est une modalité particulière d'organisation du travail, le télétravail. Donc, ça s'insère dans un ensemble qui est, selon moi, beaucoup plus large. Et ce que j'ai pu constater, moi, dans les nombreuses entreprises que j'ai accompagnées sur cette thématique, parce qu'en plus, je travaille avec l'ARACT Normandie sur ces questions-là. On organise depuis plusieurs années le Cercle du télétravail, qui est un lieu de partage et de réflexion en la matière. C'est que ça permet souvent d'aboutir à des réflexions plus larges sur l'aménagement du temps de travail en tant que tel. Et oui.
Oui, une rapide question, et je ne sais pas si tu le sais du retour des dossiers que tu as pu avoir à traiter, et ça peut être aussi d'ailleurs un retour des autres participants, mais je rembobine un tout petit peu, mais pour rester sur le sujet du télétravail, quand il s'agit de négocier un accord télétravail, sais-tu si certaines organisations syndicales sont demandeuses, enfin, est-ce qu'il y a des positions que je qualifierais de politiques entre CGT, FO, CFDT, et Sud et autres, ou est-ce que c'est, comme d'ailleurs c'est souvent le cas, plutôt une question de personne? Mais est-ce que tu as à ta connaissance, voilà, une CGT qui demanderait ceci, qui demanderait cela, qui serait plus vigilante sur certains points, ou est-ce que pas spécialement dans ton retour d'expérience ou celui des autres participants? Alors, je te rejoins complètement, Pierre, sur le fait que c'est surtout une question de personne. C'est vrai que c'est assez difficile d'identifier des grandes tendances syndicales parce qu'en réalité, on se rend compte que les négociateurs dans les entreprises, souvent, ils se sentent affranchis des directives qu'ils peuvent recevoir de la centrale. Ce qu'on peut peut-être dire, en tout cas, moi, ce que j'ai constaté, mais après, je laisserai les autres s'exprimer, c'est qu'on a deux organisations syndicales qui sont particulièrement actives sur ces sujets-là. C'est la CFDT d'une part, et elle l'est particulièrement au niveau national et interprofessionnel, mais ça rejaillit, ça retranspire dans les entreprises. Et un peu curieusement, la CGT, mais sur sa branche cadre, où en fait on a, parce que vous savez que les centrales sont découpées d'une certaine façon, et tout ce qui va concerner les cadres au niveau de la CGT, ils ont une attention particulière portée sur le télétravail. Alors leur fer de lance, évidemment, c'est le droit à la déconnexion. Merci pour ça. Non, non, j'avais aussi cette perception de la CFDT, et c'est vrai que c'est un sujet finalement, à tort ou à raison, qui est souvent associé aux populations cadres. Alors c'est sûr que les cadres ont un peu plus la possibilité de télétravail, en tout cas pour une bonne partie. Et du coup, je ne savais pas effectivement si d'autres positions ressortaient après le droit à déconnexion. Évidemment, les compensations aussi sur les... Mais je ne sais pas s'ils allaient des fois, pour certains, jusqu'à l'organisation du lieu de travail chez le salarié, ou si c'est des sujets qu'on pouvait trouver. J'ai vu au niveau national et relayé effectivement. Mais ce que j'entends, c'est que toi, en tout cas, tu ne perçois pas ça, à part CFDT et CGT qui ont pris assez fortement le sujet en général du télétravail. Ouais. Merci. Je confirme, hein, chez nous, chez Ferrero, la CFDT s'est vraiment emparée du sujet, mais pas que pour les populations cadres, puisque la crise sanitaire a permis à... Alors nous, c'est un tiers de notre population, hein, sur toutes les fonctions support et sièges qui sont en télétravail, donc ça représente près de 500 personnes. Sur des statuts agents de maîtrise également. Donc, du coup, le fer de lance, c'est vraiment de développer le télétravail pour tout le monde, pour la CFDT et la CFE-CGC aussi, bien évidemment, mais qui est plus vigilante au droit à la déconnexion et au respect des règles de temps de repos pour les cadres, puisque avec la crise sanitaire et le télétravail contraint, il y a eu une forte augmentation des demandes intempestives, qualifiées comme ça par les élus, la veille pour le lendemain, voilà, avec un respect des temps de repos parfois difficile à faire appliquer auprès des managers. Merci pour ce partage. Je vous rejoins complètement sur les deux points que vous évoquez, à savoir qu'effectivement, alors je faisais ce retour d'expérience sur les cadres par rapport à la CGT, mais là, en fait, la question du télétravail, elle est beaucoup plus large que ça. Et je crois d'ailleurs que c'est en ça qu'il y a une révolution culturelle. C'est que la crise sanitaire, elle va avoir permis d'envisager le télétravail pour des postes sur lesquels on n'imaginait pas, il y a encore quelques mois, un recours possible au télétravail. D'ailleurs, dans les critères d'éligibilité de l'accord, de plus en plus, plutôt que de raisonner sur des postes, on va raisonner sur des fonctions, sur des tâches, c'est-à-dire que dans un même poste, il peut y avoir des tâches télétravaillables et d'autres non. Et puis ensuite se pose toute la question des autres critères d'éligibilité, l'ancienneté nécessaire, un temps de présence minimum obligatoire en entreprise, etc. On pourra le développer. L'autre point que vous évoquiez, et ça m'échappe, je l'ai perdu. Les temps de repos des cadres, sur les temps de repos. Forfait, merci. Ouais. Merci. Effectivement, on l'a bien vu à l'occasion du télétravail contraint, la nécessité de jongler entre les obligations professionnelles d'une part et les obligations familiales aussi d'autre part.
Et moi, ça me remémore le débat qu'il y avait eu à l'occasion de la loi travail de 2016, la loi El Khomri, où dans le projet de loi initial, ce qui était prévu pour les salariés au forfait jour, c'était la possibilité de couper le repos ou de fractionner le repos journalier de 11 heures. Vous savez qu'il faut 11 heures de repos consécutifs entre 2 journées de travail. Et ce qui avait été envisagé en 2016, c'était de permettre aux salariés au forfait jour qui en faisaient la demande parce qu'ils avaient des contraintes familiales, il faut que je parte à 16h30 ou à 17h parce qu'il faut que j'aille récupérer mon fils ou ma fille, je dois gérer les devoirs, etc., le bain, et une fois que mon petit dernier est couché, c'est la possibilité de retravailler un petit peu et de terminer ce que je n'ai pas pu faire. Donc, à l'origine, en fait, la loi El Khomri, elle devait permettre ça, dans une logique de prise en compte, d'ailleurs, des articulation vie privée familiaux, personnels. Bon, ça a été sous la pression d'ailleurs de la CFDT, c'est intéressant par rapport à ce qu'on se disait tout de suite, hein, sous la pression de la CFDT qui a bien voulu soutenir l'adoption de cette loi, alors que la CGT, elle était dans la rue, souvenez-vous, par rapport à ça, à condition que le gouvernement revienne là-dessus. Donc, il y avait eu une série d'amendements, je ne rentre pas dans le détail, mais j'ai le sentiment que ce qu'on vient de vivre là va réactiver ce débat-là. En 2016, il avait été clôturé, mais on voit bien que, en fait, la journée de travail, et en tout cas, c'est la question de l'articulation des temps de vie. Et la vie, elle n'est pas linéaire, on ne fait pas que travailler un moment. Ce qui est un thème de négociation dans le cadre de l'égalité professionnelle, et d'où aussi ce que je vous disais, quand on va engager la négociation QVT de manière globale, il y a effectivement le télétravail en lien avec la déconnexion, qui est en lien avec l'égalité professionnelle et qui, à un moment donné, nous obligera à réviser nos accords sur l'organisation du travail, le temps de travail, la durée du travail. Donc, en fait, tout est lié dans ce deuxième bloc. Mais je trouve pas évident d'avoir une négociation. Enfin, je sais pas si la recommandation, c'est d'avoir plutôt une négociation globale, parce que tout est lié, effectivement, et il y a une sorte de chapeau supérieur autour, effectivement, de la qualité de vie de travail et conditions de travail, sujet que les OS aiment prendre à bras le corps, et c'est normal. Mais est-ce qu'il vaut mieux faire ça, ou est-ce qu'il vaut mieux le prendre par petits segments, avec le risque que ça soit moins cohérent ou qu'il y ait moins de fil rouge? Je n'ai pas d'avis sur le sujet, et là également, ça m'intéresse, les retours d'expérience. Nous, on est parti sur une négociation un peu comme les blocs Repsamen, en fait, le préconisaient. C'est-à-dire qu'on a à chaque fois, on entame sur 1 an ou 2 ans une renégociation globale. C'est ce qu'on a fait dans le cadre de la GEPP. Et en fait, on conclut un accord de méthode qui cadre et qui séquence en fait les différents accords. Et à l'intérieur, il va y avoir plusieurs accords chapeaux. Enfin, en sous-thème. Je ne sais pas si c'est une solution. En tout cas, ça nous permettait de rattacher avec nos obligations de négociation par compétences, enfin, par grande thématique, et du coup d'essayer d'harmoniser un peu des accords, là où avant, enfin, si je prends les accords actuels, on en a 35 qui ne sont pas connus, qui sont juste publiés et déposés, et qui ne vivent pas. Là, ce qu'on souhaite faire, c'est des accords qui vivent avec des commissions de suivi et paritaires. Bon. Je ne sais pas si ça va fonctionner, c'est la nouveauté chez Ferrero. Donc, En tout cas, vous êtes dans le sens et dans la philosophie des dernières réformes en la matière. Un accord d'entreprise, moi je le dis souvent, ça doit vivre. Quand dans une entreprise, on a encore un accord d'aménagement du temps de travail qui est issu des lois Aubry, alors entre 1998 et 2002, généralement, c'est qu'il y a un problème. Parce que la pratique d'aujourd'hui en 2021 n'est plus celle des années 2000. D'où la nécessité d'avoir ces commissions de suivi, ce processus de révision, ce qui est devenu obligatoire d'ailleurs avec la loi El Khomri de 2016. Ce qui me semble intéressant dans la démarche que vous décrivez, que vous avez initiée chez vous, c'est que en liant les différents sujets via l'accord de méthode, à la fois vous arrivez à lier les différents sujets pour les raisons qu'on a évoquées tout de suite, à le mettre dans un réceptacle juridique qui est l'ANAO et l'accord de méthode, qui lui aussi bénéficie d'une promotion depuis la loi de 2016,
Mais qui plus est, en parallèle, vous êtes quand même sur une politique des petits pas, j'ai envie de la qualifier comme ça, c'est-à-dire que vous avez un accord de méthode cadre et en même temps, vous déclinez sur chacune des thématiques des accords spécifiques, mais on voit bien que tout ça est cohérent parce que ça se retrouve, et en tout cas, vous avez envisagé une négociation globale au niveau de l'accord de méthode et plus largement des NAO. Peut-être qu'on pourrait avoir d'autres retours d'expérience en la matière sur la façon d'aborder ces négociations, soit de les prendre de façon séquencée, soit de les insérer plus globalement dans une thématique plus large. Oui, mais la difficulté justement dans ce cadre-là, c'est qu'on a, comme c'est le cas de Charlotte, elle a 26 accords, voire plus, qui sont tous en chantier, mais en fait, ce sont des accords qui ne vivent pas. Or, les salariés ont vraiment besoin en termes d'organisation du travail. Enfin, je dis les salariés, mais c'est surtout les managers qui n'en peuvent plus, parce que moi j'ai fait des audits, notamment dans des entreprises américaines qui avaient racheté des PME en France et qui voulaient, comme les Américains, enfin, vous les connaissez un peu, avoir un cadre fiable, strict, opérationnel, qui soit pilotable à distance de la maison mère. Les Américains qui ne comprennent rien à nos relations syndicales et ça c'est impossible de leur faire comprendre. Comment est-ce qu'on peut faire pour rassurer les managers qui nous disent bien souvent, vous les RH, vous arrêtez pas de nous mettre des bâtons dans les roues, on fait votre travail, que ce soit pour les évaluations, pour les entretiens professionnels, etc., etc. Comment peut-on faire pour avoir un cadre légal visible, compréhensible par tout le monde dans cette configuration qui devient extrêmement compliquée, quoi. Comment faire? Si je peux me permettre, en 2019, moi j'ai pris la décision de dénoncer tous les accords d'entreprise. Parce que j'en avais une liste, je suis depuis 23 ans à Quevilly-Habitat, donc j'avais été très créative. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé tout l'été 2019 toute seule dans mon coin pour recenser tous les accords d'entreprise qui pouvaient exister. Et j'ai en fait inventorié toutes les thématiques que nous traitions. Donc, il y avait des vieilles choses sur le travail de nuit qui dataient de 96 et il y avait en effet tous les vieux accords sur le temps de travail avec la loi Aubry. En fait, j'ai tout regroupé par thématique. Alors, bien sûr, tout ce qui est intéressement, prévoyance, retraite sub, ça, c'est des accords à part. Mais j'avais, quand on a mis en place les nouvelles négociations obligatoires d'entreprise, j'avais fait un accord d'adaptation des périodicités en disant, bon, ok, salaire, on en parle tous les ans, parce que là, sinon, les DS n'auraient pas été contents. Mais toutes les autres thématiques, on en parle tous les 3 ans, sauf si l'actualité nous demande de retraiter le sujet. Donc, en fait, j'ai tout rebalayé. Nos fameux accords 35 heures, plus rien n'existe. On a un bel accord maintenant, je dirais, spécialisé, dédié à la qualité de vie au travail, et un autre accord spécifique sur la durée du travail avec tout ce qui va dedans. Et j'avais mis voilà, le télétravail dans la partie durée du travail. Même si je fais des liens dans l'accord QVT, enfin voilà, il y a quelques passerelles. Et donc cette année, normalement, je n'ai pas à négocier sur la durée du travail, sauf qu'on va quand même discuter ce que je disais tout à l'heure par rapport au télétravail, pour bien inclure justement tout ce qui est sécurité, prévention des risques, parce qu'on a fait beaucoup de choses. Mais comme le disait tout à l'heure Maître Gontier, c'est bien, on a un DUE, on a des plans d'action, on a associé le CSE, mais je pense qu'il n'est pas inutile de refaire figurer dans l'accord d'entreprise, ça ne mange pas de pain, comme on dit. Et puis, moi, je veux aussi sécuriser mes avenants au contrat de travail, même s'ils sont ponctuels, sur toute la prévention des risques. Parce que la crise sanitaire, c'est bien, j'ai fait plein de choses, mais je pense qu'il est temps voilà, de créer un package télétravailleur pour bien montrer qu'on a donné toute l'information. Parce que parfois, ce qu'on nous reproche, c'est qu'on fait des choses, mais qu'on ne l'a pas forcément transmis à la bonne personne. Parce que pendant la crise sanitaire,
moi, j'envoyais des choses un peu à l'arrache, hein. Il y avait un nouveau télétravailleur chaque jour, hein. Donc, me souvenir de tout ce que j'avais pu faire pour l'accompagner. Donc, voilà, je pense qu'il faut par moment prendre son courage à deux mains, même si c'est très, très difficile et très fastidieux. Et moi, voilà, j'ai choisi de faire un grand ménage. Donc, j'ai un accord sur la qualité de vie au travail, un accord sur la durée du travail, et tout le reste, c'est les thématiques obligatoires qui sont à part, comme je vous disais, prévoyance, retraite supplémentaire et puis intéressement. Et pour faire ça, en fait, j'ai fait ça, si je parlais des accords, c'est trop compliqué pour tout le monde. Donc, en fait, j'ai fait des présentations déjà au comité de direction pour leur expliquer, en fait, ce que j'envisageais de faire thématique par thématique, pour aussi qu'ils me fassent part que ce qu'on avait inventé en 99 sur les jours RTT interdits, on le voyait bien, de toute façon, on ne l'appliquait plus, mais au moins, je leur ai donné au moins le sentiment de participer à l'écriture, même si je savais où je voulais aller. Donc, j'ai beaucoup associé le comité de direction par thématique, sans forcément dire que ça allait supprimer plusieurs accords d'entreprise. Et ensuite, j'ai fait la même chose avec la délégation syndicale. Alors, certes, dans le cadre légal de la négociation obligatoire, mais j'ai fait des séances de travail thématique par thématique. Alors, les miens, ils ont plein d'idées, mais ils ne sont pas très courageux. Donc, ça a un avantage, c'est qu'ils me font confiance. Donc, en fait, à chaque fois, je leur expliquais en français, dans leur jargon, ce que ça voulait dire. J'écoutais leurs demandes. Parfois, j'y accédais favorablement. Souvent, je n'acceptais pas. Et ensuite, je leur montrais le contenu de l'accord, à quoi ça ressemblerait. Donc, en fait, j'ai fait brique par brique. Donc, ça a été assez long, mais c'est surtout qu'avant de communiquer là-dessus, j'ai fait un très long travail de décortiquage. Mais aujourd'hui, c'est presque facile du coup. Alors, je ne dis pas que les managers maîtrisent tout, mais au moins, on a un seul accord, entre guillemets, leur dire, regardez dans l'accord. Donc, c'est long, c'est fastidieux, mais avec le recul, je suis contente Ça valait le coup. ça. Parce que du coup, là, pour la partie télétravail, je vais y retravailler, mais ça va être très anecdotique au final. Charlotte, ça vous fait réagir? Oui, ben, c'est le sens de notre démarche aujourd'hui. Tout à l'heure, Marie-Christine, je crois, parlait des Américains, mais les Italiens, c'est un peu pareil, ils comprennent rien aux relations sociales françaises. Et du coup, c'est difficile de porter des sujets pareils, mais c'est, Estelle, exactement le sens de la démarche qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis très récente chez Ferrero, ma responsable l'est également, et les relations sociales, c'est très nouveau, malgré un groupe comme Ferrero qui est centenaire. Donc, du coup, effectivement, c'est ce qu'on fait par thématique. Et du coup, on va avoir un accord vraiment global sur chacune des trois thématiques. Effectivement, la participation, même si on a fait un accord cadre d'épargne salariale, où on a intégré la participation, là, on est en train de renégocier les nouveaux PERCO qui n'existent plus en PERECO. Donc là, je suis en plein dedans aussi. C'est un vrai métier à temps plein chez Ferrero, la négociation sociale. Et donc, du coup, ma question, Estelle, parce que ça m'intéresse vraiment, votre accord QVT, au-delà de la déconnexion, et voilà, qu'est-ce que vous avez mis dans cet accord QVT? J'ai vendu tous mes avantages sociaux. Les avantages sociaux, d'accord. Non, mais par exemple, j'ai recadré quand les gens pouvaient demander des autorisations d'absence. J'en ai profité pour dire que sur les aménagements d'horaire, que parfois, nous, on ne badge pas rien du tout, on est beaucoup sur la confiance, mais que voilà, de temps en temps, je regarde les gens arriver, donc je préfère qu'on me dise tous les jours, j'aurai 15 minutes d'écart parce que je vais conduire mes enfants, mais du coup, je finirai 15 minutes plus tard. Donc, j'ai beaucoup communiqué là-dessus, beaucoup communiqué aussi sur les congés pour les parents, ou les conjoints aidants. On a parlé aussi du congé paternité pour l'augmenter par rapport à la durée légale, avant que celui-ci ne soit augmenté. Mais en fait, j'ai recensé quand même tout ce qu'on faisait de bien, mais sur lesquels on ne communiquait pas forcément. J'ai communiqué aussi sur notre politique handicap, que par exemple, moi, j'aidais volontiers tous les salariés, parce que j'ai un intérêt à monter leur dossier de travailleurs handicapés. Et du coup, c'est même moi qui leur dis, attention, il est temps de renouveler la demande. Bon. Et donc, du coup, j'ai retraduit tout ce qu'on pouvait faire, toutes les valeurs de l'entreprise sur lesquelles on avait travaillé,
les entretiens, la possibilité de donner des idées, de donner des avis. Et en fait, j'ai recensé, parfois ça fait un peu catalogue avant la Redoute, hein, je suis vieille, mais voilà, j'ai recensé toutes nos pratiques pour qu'aussi la délégation syndicale s'en rende compte. Parce que parfois, tout semble normal pour les gens quand ils sont là depuis un certain moment. Personne ne se pose la question. Voilà, moi je leur ai dit, vous le matin, vous n'avez pas la boule au ventre quand vous arrivez en retard, vous avez juste un petit message à envoyer. Et pour pouvoir continuer à travailler de cette manière-là, en se sentant bien, du coup, voilà, j'ai vraiment listé tout ce qui se passait. Oui, donc vous avez mélangé un peu d'accord handicap, un peu de durée du travail, un peu de aménagement du temps de travail avec les congés, le congé des aidants, etc. Et en fait, vous avez fait un gros accord QVT global. Oui, voilà, tout à fait. Mais je pense que c'était intéressant, voilà, de Mm. mettre toutes ces thématiques parce que ça évite aussi, sur certaines thématiques, on n'a pas grand-chose à dire, de faire un accord de 2 pages histoire de dire qu'on l'a. Donc, j'ai préféré, voilà, de vraiment faire thématique par thématique. Bien sûr, à côté, j'ai fait aussi le nécessaire sur l'égalité professionnelle. D'accord. Oui, donc en fait, vous avez des renvois à d'autres accords. Ouais, À votre parfois, c'est travail vachement après. sympa, en fait. Ça permet de dire, vous avez vu, on fait déjà ça. Bon, là, on l'écrit juste. Un Mm. rappel. Je me permets de faire un tout petit lien qui fera peut-être l'objet d'une webconférence, en tout cas si vous le souhaitez. Mais on a tendance depuis 2019 à essayer de faire évoluer le concept de QVT vers QVG, qualité de vie globale. Il y a un travail qui était assez fameux réalisé par le Crédir fin 2019 qui permet de mettre en avant, et alors d'autant plus avec ces aspects télétravail, que la partie effectivement prise en compte de la qualité de vie hors travail, jusqu'à un certain niveau en tout cas, il peut y avoir soit une responsabilité, soit une intention de l'employeur et des partenaires d'imaginer, en tout cas de se poser ces questions-là. Je referme la parenthèse, mais sur certaines entreprises comme Aspen, que certains d'entre vous connaissent peut-être, sont plutôt partis sur cette vision-là, qui élargit un peu, mais ce que j'entends chez QViabilitas, c'est que c'est déjà, après le terme QVG, QVT, c'est encore un autre sujet, mais il y a déjà cette intention-là, des fois, de sortir des 4 murs Oui. de la structure, quoi. Et donc voilà, Oui, parce que ce moi, je terme me de suis rendu... QVG qui Oui, je couvre me ça. suis rendu compte en fait que j'étais une très mauvaise communicante, que j'étais très humaine, très à l'écoute, comment dire, mais que malgré tout, c'était peut-être pas assez su. Et donc aussi pour que les gens mesurent leur qualité de vie au travail, c'est bien de temps en temps aussi de recommuniquer sur toutes les bonnes choses qui sont faites et pas simplement sur 1 ou 2 dossiers disciplinaires qui sortent dans la presse. Il me semble très très intéressant dans ce que vous partagez. On voit bien que c'est extrêmement riche là. La première idée que j'en retire, c'est de ne pas hésiter à valoriser ce qu'on fait déjà. Et en fait, Oui, à compiler en quelque sorte quelles sont déjà les pratiques de l'entreprise sur telle ou telle thématique et de raisonner de cette façon-là, plutôt que de dire, bon ben voilà, alors la loi m'oblige à faire tel acte. Alors, il faut que je coche la case un peu bêtement, et donc je le fais, et puis je fais un accord qui est extrêmement creux et qui a très peu de sens. En réalité, dans les entreprises, on a tous des pratiques oui. ici et là, et qui peuvent se retrouver dans les thématiques globales obligatoires, comme dit, de négociation, mais c'est aussi, je trouve, le moyen de redonner du sens à cette négociation collective. C'est une façon de mieux communiquer auprès de ses équipes, c'est une façon de valoriser aussi le statut collectif applicable, et derrière, il peut aussi y avoir ces logiques à la fois de fidélisation de vos collaborateurs, et ou d'attractivité des talents. Tout à fait, ça vous permet de travailler en effet en parallèle sur la marque employeur. Exactement. Et là, la boucle est bouclée. Alors, on voit bien que le sujet est extrêmement vaste, et je rebondis sur ce que disait Marie-Christine. Je suis désolé, je vous appelle par votre prénom, mais je ne connais pas votre... Non, mais c'est très bien. Badermozo. D'accord. C'est aussi, on voit bien à quel point c'est séduisant, et cet accord, à quel point ça peut être un outil de performance, d'attractivité, de fidélisation pour l'entreprise. Et puis, on a des contextes dans lesquels ça s'y prête moins, soit parce que l'entreprise fait l'objet d'un rachat et qu'il va y avoir des politiques groupes qui vont être un peu différentes,
ou parce que le contexte économique est difficile, dégradé. Et là, l'accord d'entreprise, il peut aussi intervenir en tant qu'outil, mais on ne va pas l'utiliser évidemment de la même façon. Je vais peut-être juste vous partager, vous donner 2 ou 3 exemples en la matière. Pour l'un de mes clients, là, récemment, on est au niveau de la région, il y a à peu près 3500 salariés. Et comme chez Ferrero, hein, on avait une liste à la Prévert d'accords, mais aussi et surtout d'usage ou de primes ici et là. Et alors, bon, les gestionnaires de paie s'arrachaient les cheveux. C'était source d'erreur. Et puis, personne n'y comprenait plus rien. Et en fait, comment dirais-je, les éléments variables de rémunération qui avaient été instaurés au fil du temps, parce qu'on a surtout travaillé là-dessus, là, dans un premier temps, n'avaient plus de sens, en fait. On ne savait même plus pourquoi est-ce qu'on avait instauré telle ou telle prime. Et donc, ce qu'on a fait à l'occasion des dernières NAO, eh bien, on a raisonné avec les blocs Rebsamen, comme on le disait tout à l'heure, et puis on a dit, ben voilà, on remet tout à plat et on fait un accord de substitution. Alors, pas l'accord de substitution post-fusion, comme on dit hein, juridiquement, mais c'est un mécanisme, la substitution, et on va faire un seul et même accord dans lequel on va tout remettre à plat. On a un certain nombre de primes qui résultaient soit d'usage, soit d'accords collectifs antérieurs et qui n'avaient plus de sens. Eh bien, on les dénonce, mais on réinjecte ça dans le taux horaire parce que finalement, c'était déjà devenu de l'acquis, mais ça permet de donner une meilleure visibilité. Puis parallèlement, ça a permis de déclencher des discussions sur l'épargne salariale. Premier exemple que je voulais partager avec vous. Deuxième exemple, lié plus ou moins à la crise sanitaire chez 2 clients et qui ont vécu des situations très, très différentes. Un premier qui est le leader mondial dans son secteur, c'est une entreprise normande, j'en dirai pas plus pour respecter le secret professionnel, mais une belle entreprise qui compte une centaine de salariés, mais leader mondial dans son domaine. Et à l'occasion de la crise sanitaire, son activité, au lieu de chuter, elle a explosé son activité et ils n'ont jamais eu autant de commandes et ils ont un carnet de commandes qui est plein sur plusieurs années et ça fait rêver un certain nombre d'entreprises. Et la problématique à laquelle ils ont été confrontés, ça a été une problématique d'aménagement de leur temps de travail. Pourquoi? Parce que jusqu'alors, les collaborateurs travaillaient sur 4 jours et demi. Il y a un certain nombre de choses qui avaient été contractualisées en ce sens-là dans les contrats de travail. Et ce dont on avait besoin, alors certes, c'était d'embaucher, mais c'était également d'élargir les plages de production sur 5 jours avec une équipe du matin, une équipe de l'après-midi. Donc il fallait là revoir complètement l'organisation du travail et de l'aménagement du temps de travail. Problème, c'est qu'en faisant comme ça constituait une modification du contrat de travail. Juridiquement, on était confronté à cette difficulté et on pouvait faire le plus bel accord d'entreprise qui soit, tout beau, tout bien écrit, avec toutes les bonnes clauses. Eh bien, on se trouvait confronté à cette difficulté de la modification du contrat de travail. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un accord d'entreprise, mais un accord d'entreprise un peu particulier, vous le savez, qu'on appelle l'APC, l'accord de performance collective, ce qui a permis de lever cette difficulté de la modification du contrat de travail. Alors, en réalité, pas tout à fait, puisque ça modifie le contrat de travail, ça s'impose au collaborateur qui a quand même la possibilité de refuser, et s'il refuse, eh bien, on est autorisé à le licencier pour ce motif. Quelquefois, ça peut être un bon outil, l'APC, et vous voyez, alors même que l'entreprise se porte bien. Quelquefois, la crainte, c'est que ça provoque des opportunités de départ de la part des collaborateurs ou des appels d'air ou des salariés qui ont quelquefois des visions court-termistes. Et je ne fais pas de généralité, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais ça arrive en disant bah, moi, ça fait 15 ans que je suis dans la boîte, bah, là, j'ai la possibilité de partir, bah, je vais partir avec un joli petit chèque, et bah, très bien, j'accepte
enfin, je refuse plutôt, pardon, l'application de l'APC et ça me permet d'être licencié, de partir avec ce chèque-là. C'est encore plus vrai dans des métiers sous tension où en fait ça permet aux collaborateurs de partir et quitte à être embauché juste derrière parce que de toute façon on n'a pas la main-d'œuvre nécessaire. Donc, encore une fois, ce n'est pas la panacée, mais ça peut être un outil. Et pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, dans des contextes de fusion, absorption, fusion, intégration, où on a une nécessité d'harmoniser les statuts collectifs, et quand ça emporte, et seulement dans ce cas-là, à mon sens, quand ça emporte modification du contrat de travail, l'APC peut être un outil en la matière. Troisième exemple, juste que je veux partager avec vous, vécu chez un client au plus fort de la crise sanitaire. Là, c'est une situation complètement inverse où on a un effondrement de l'activité, moins 70%. Donc là, une nécessité de réagir. On active certes l'activité partielle qui joue son rôle de paratonnerre au plus fort de la crise, mais à un moment, contrairement à la communication gouvernementale, et vous le savez comme moi, le zéro reste à charge, ça n'existe pas. Hein. Les salariés continuent à acquérir des congés payés, on prend en compte leur ancienneté pour le calcul de l'intéressement et de la participation, on reconstitue les salaires pour ceci, enfin bref, il y a tout un tas de coûts cachés en termes de prévoyance, de frais de santé, etc. Donc il y avait une nécessité d'agir et il y avait un choix qui se présentait à ma cliente qui était le suivant. C'est soit je licencie, je fais des suppressions d'emplois, soit, mais je sais que demain, quand je vais redémarrer, je vais avoir besoin de mon personnel, soit je préserve mes compétences dans l'entreprise, mais il faut réaménager les choses. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Là encore, on a fait un APC, et cet APC, il a permis de faire plusieurs choses. On a baissé temporairement le temps de travail, c'était des salariés qui étaient contractualisés historiquement à 39 heures, on a baissé le temps de travail à 35. Dans la convention collective, on avait des mécanismes liés à l'ancienneté, notamment de valorisation de l'ancienneté via une prime d'ancienneté. On ne l'a pas supprimé, on l'a maintenu, mais on a prévu que pour les 3 prochaines années, et sauf clause de retour à meilleure fortune, eh bien, la prime d'ancienneté elle était gelée à son niveau actuel et qu'il n'y aurait pas de revalorisation. Voilà, on a utilisé cet outil. Alors, c'est une entreprise qui compte à peu près 50 salariés. On a eu quand même 6 refus sur 50, donc c'est pas rien. Mais ça a permis néanmoins d'éviter des suppressions pures et simples de postes, de préserver l'emploi. Et là, ça y est, l'activité est repartie. Et du coup, on a mis fin de manière anticipée à l'accord d'entreprise. Vous voyez, on peut vraiment l'utiliser, mais vous le savez comme moi, dans des situations qui sont très, très différentes. Mais à chaque fois, c'est un formidable outil, l'accord d'entreprise. Absolument. Est-ce que vous avez eu des contentieux là-dessus, maître? Alors, sur l'application de l'APC, vous voulez dire? Oui, ou dans un cadre plus global. Alors, les contentieux sur les accords d'entreprise, on en a très, très peu. Ça s'explique de 2 façons, à mon sens. La première, c'est que depuis les ordonnances du 22 septembre 2017, l'accord d'entreprise ne peut plus être contesté que dans un délai de 2 mois. Donc, on a un délai de prescription qui est extrêmement court en la matière. Il faut réagir très, très rapidement quand on veut le contester. Attention, ça ne veut pas dire que les salariés, enfin que cet accord d'entreprise, il est incontestable, puisque les salariés pourraient toujours soulever ce qu'on appelle l'exception d'illégalité dans le cadre d'un contentieux prud'homal individuel. Mais c'est quand même assez rare en la matière. Sur les accords de performance collective, moi j'ai été amené, là récemment, ça date de 2017, hein, depuis 2017 j'en ai fait 4. J'ai jamais eu de contentieux en la matière. En revanche, je pense qu'il va y en avoir parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, j'allais dire. C'est très simple ce que je suis en train de vous dire là. C'est comme tout. Mais il ne faut pas utiliser l'APC en particulier pour faire tout et n'importe quoi. Selon moi, l'APC, il a un champ d'application qui est délimité. J'utilise l'APC si je veux, dès lors que ça modifie le contrat de travail, et si je veux agir sur quoi? Sur la mobilité professionnelle ou géographique, sur la durée du travail ou sur les salaires. Et c'est tout.
Il y a une organisation patronale de branches que je ne citerai pas, dans un secteur particulier d'activité, qui incite l'ensemble de ces branches à remettre à plat les statuts collectifs partout, à déroger à tout va à la convention collective, à la limite, pourquoi pas, y compris sur des questions d'ancienneté, sur des questions de maintien de salaire en cas de maladie, en termes de prévoyance, de choses comme ça, et de faire des APC. À mon sens, c'est une erreur. Le bon outil, ce n'est pas l'APC, c'est l'accord collectif de droit commun. L'accord collectif de droit commun, il est suffisant pour primer et déroger à la branche. Pourquoi faire un accord de performance collective? On ne rentre pas dans le champ d'application matériel, comme on dit dans notre jargon, défini par la loi. Et en plus, on crée ces effets d'opportunité qu'on évoquait ensemble tout à l'heure, de salariés qui pourraient en profiter pour vouloir partir et toucher un chèque à cette occasion. Donc, à n'en pas douter, on va en avoir des contentieux. À titre personnel, je n'ai pas eu à en traiter pour le moment, mais ça risque d'arriver. De la même façon que, je le disais en introduction, depuis plusieurs années, alors c'est vrai depuis 2014, et encore plus vrai depuis 2004, depuis 2008 avec la loi du 20 août, et puis ensuite on a eu la loi Rebsamen de 2015, la loi El Khomri de 2016, les ordonnances Macron de 2017. On ouvre progressivement le champ de la négociation collective, qui est aujourd'hui, je vous le rappelle, extrêmement large. Il n'y a que 13 matières qui sont réservées à la branche, plus 4 qu'elles peuvent verrouiller si elles le souhaitent. Mais c'est un formidable outil à condition que ce soit utilisé à bon escient dans les entreprises. Et l'avantage qu'on a maintenant, c'est que comme les accords d'entreprise sont publiés sur Légifrance, on peut voir un peu ce qui se fait à droite et à gauche. Il y a de très bonnes idées. Et puis quelquefois, quand vous consultez Légifrance sur un thème particulier, vous avez peur. Et je crois que moi, je suis un promoteur de la négociation collective et du dialogue social. C'est TADA, comme on dit. J'adore faire ça. J'incite les entreprises à se saisir de ces sujets-là. Mais attention au retour de bâton, parce que si on fait n'importe quoi, eh bien, cette ouverture dont on a bénéficié depuis plusieurs années, ce que le législateur nous a donné, le législateur peut nous le reprendre. Pendant des années, on a crié à corps et à cri que le Code du travail était trop compliqué, que le Code du travail n'était pas suffisamment personnalisé en fonction des contraintes des entreprises. On a ouvert le champ de la négociation collective. Le législateur a dit « Ok, c'est trop compliqué. » Bah, hop, tenez, vous avez la main, puis vous faites ce que vous voulez. Alors bon, il y a quand même un cadre, il y a des dispositions d'ordre public. Si demain, on fait n'importe quoi, eh bien, à l'occasion du suivi des différentes réformes, on nous dira, eh bien, on revient en arrière. Donc, attention aussi à ça. Je le dis là, ça ne sert pas à grand-chose parce qu'on est entre personnes qui partageons la même vision des choses. Je l'entends bien dans les discours des uns et des autres, mais pour moi, c'est toujours quand même un point de vigilance aussi à rappeler. Absolument. Merci. Oui, merci. Je vais m'occuper d'une forme de conclusion parce qu'on s'était jusqu'à 10h30 et je sais que les agendas sont aussi assez chargés et pris des fois d'autres visios et peut-être aussi de temps de travail en présentiel. À titre personnel, je vous le souhaite parce que ça fait quand même du bien d'avoir un peu plus le droit de voir des collègues. Merci beaucoup, Johan, merci beaucoup pour ces éclairages-là et merci pour cette conclusion. On a compris que c'était ton dada et je crois que les personnes autour de la table aussi, parce que le dialogue social, c'est quelque chose qui peut des fois être un peu complexe, des fois un petit peu presque même conflictuel, mais on sait que si on a épousé la carrière RH, c'est qu'on a envie d'être dans le dialogue et dans la possibilité d'écouter tout le monde et de proposer effectivement de l'intelligence collective. Alors, c'est pas toujours possible, hein. Il y a des fois des guerres de position, des guerres de tranchées même peut-être qui sont des fois un peu compliquées, mais ce que moi je retiendrai en tout cas parmi tout ce qu'on s'est dit depuis le démarrage de ce petit déjeuner RH, et j'aime beaucoup ce temps-là qu'on a eu depuis une petite demi-heure pour échanger sur les sujets et les cas des uns et des autres, mais c'est voilà, de retenir qu'effectivement, il y a une période un peu inédite qui a peut-être généré des difficultés, mais aussi des opportunités, et que le message d'optimisme que Johan, tu nous proposes, c'est justement de se dire, voilà, est-ce que c'est pas le moment, peut-être, à l'instar de Que Vie Habitat avec Estelle, de remettre à plat certaines choses, de profiter de quelques opportunités, et puis de relancer un dialogue peut-être pas du monde d'après, parce qu'on entend ça à toutes les sauces, mais en tout cas de quelque chose qui permettrait de repartir sur des basses scènes et que ces opportunités-là mises en éclairage, je rappelle avec la présentation
d'ailleurs un petit peu plus large que ce qu'on a présenté là, parce qu'on a privilégié aussi l'échange entre nous, mais vous sera envoyé et j'espère ne pas me tromper en disant que Johan et plus généralement Epona Conseil sera ravi aussi de pouvoir aller un peu plus loin si toutefois vous avez des questions plus spécifiques liées à votre zone de responsabilité. Et Il y a puis une là phrase également, qui est importante, si je peux Oui, me pardon, Steph. permettre, il y a une phrase importante à avoir souvent à l'esprit, c'est qu'on n'apprend rien des expériences délicieuses. Ah, j'aime Ah, beaucoup. c'est très poétique et aussi très vrai, en plus de ça. Donc Mais là, on est justement, encore plus fort qu'auparavant. c'est ça, Estelle, Charlotte, mais tout le monde en réalité, les débats là qu'on vient et les échanges qu'on vient d'avoir, qui sont aussi la qualité de ces petits déjeuners, que de ce réveil RH, notre souhait, c'est voilà. Alors on peut pas avoir le croissant et le café comme on le faisait il y a encore pas si longtemps que ça, ou alors on peut l'avoir, mais c'est chacun de son côté. J'arrive pas à le passer par le lecteur disquette, je m'en excuse. Mais le principe, c'est n'hésitez vraiment pas. Nous, pour des questions RGPD, on ne pourra pas transmettre les coordonnées des uns et des autres, mais les réseaux LinkedIn et autres façons sont je crois, des merveilleux moyens, des fois, d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on aurait pu avoir. Et si là, en plus, il y a une forme de proximité géographique qui peut encore plus aider, mais entre Quevilly et Habitat et Ferrero à Ça Mont-Saint-Élion. devrait aller. Voilà, exactement. Et je dis ça parce que c'est l'exemple dans les échanges que nous avons eus, mais je suis sûr que ça peut être vrai aussi entre d'autres participants. N'hésitez pas à vous solliciter les uns les autres pour des fois pouvoir bénéficier de l'expérience réussie ou de l'expérience douloureuse que vous avez pu avoir et qui peut être en tout cas source d'apprentissage pour les uns et les autres. Encore une fois, c'est la philosophie, le sens de ces petits déjeuners RH et de ces que ce soit la partie webinaire qu'on a fait aujourd'hui ou que ce soit la partie newsletter. Donc c'est le but. Johan, je te laisse la main dans un petit instant juste pour préciser que en mois de juillet et au mois d'août également, il y aura newsletter et webconférence. Alors suivant vos disponibilités, mais sachez qu'il y a de toute façon un replay. En tout cas, on sera ravis de vous y retrouver aussi à ce moment-là et puis d'essayer de répondre au plus près. Est-ce que vous avez des dates à tout hasard? Alors oui, on a des dates à tout hasard. Pour le mois de juillet, attendez, je reprends le calendrier. En fait, on n'a pas encore tout à fait le thème parce qu'on fonctionne, vous savez, avec un système de questionnaire pour que ce soit au plus près des attentes. Mais pour le mois de juillet, ce sera le 23 juillet. Pour ceux qui ne sont pas en Corse ou en Grèce Au soleil. ou dans le fin fond du Périgord, mais voilà, ce sera ça. Puis Johan, je te laisse l'ultime parole pour la conclusion de notre échange ce matin. Vraiment, très très rapidement, pour vous remercier pour ces échanges, parce que ça a été pour le coup interactif, et on voit bien la richesse de partager les uns et les autres sur nos retours d'expérience, et ça peut nourrir des bonnes idées. Te remercier, Pierre, de m'avoir invité ce matin pour ta confiance et puis pour avoir permis ce temps d'échange. Je me suis complètement extrait du support, pas du tout abordé ce que j'avais prévu vous dire, mais c'est pas grave. Ce support, il vous sera donc envoyé par Sémaphore. Vous pourrez vous y référer le cas échéant et ça pourra être un document de référence pour vous. Et j'ai été ravi de partager cette heure et demie avec vous et je vous dis à très bientôt. Alors, merci tout le monde. Merci beaucoup. Une excellente journée, un excellent week-end et peut-être à fin juillet si vous n'êtes pas en vacances. Et sinon, dans tous les cas, à plus tard avec un très grand plaisir. Merci à tous. Bonne journée, à bientôt. Merci, au Bonne revoir. journée.